Dans toutes les entreprises, il y a des savoirs qu'on peut lire dans un manuel ou qu'on peut apprendre en suivant un tuto. Et il y a tout le reste. Les gestes du quotidien, les savoir-faire pratiques, les réflexes acquis avec l'expérience. Ces compétences souvent invisibles sont essentielles mais peuvent facilement se perdre si on ne les transmet pas. Alors comment s'assurer pour que ces compétences ne se perdent pas avec un départ en retraite, une mobilité interne ou un changement d'organisation? Bienvenue dans Ressources, le podcast d'Alliance Emploi qui explore ce qui anime vraiment les entreprises, l'humain. Recrutement, inclusion, management, expérience candidat et collaborateur. Ici, pas de vernis, mais la réalité du terrain, les questions et les enjeux qui font la marque employeur. Pour cet épisode, je reçois Félicie Honoré, directrice associée chez Implicite et co-créatrice de la méthode TFC. Bonjour Félicie. Salut Lucie, merci de me recevoir. Je t'en prie. Alors pour cette première question, je voulais te demander en quoi la transmission des compétences, c'est hyper important pour toutes les entreprises. Alors effectivement, la transmission des compétences est fondamentale parce que sans compétences, pas d'activité dans les organisations. Les compétences sont détenues par les collaborateurs et ils mobilisent leurs compétences tous les jours pour réaliser les activités liées à leur métier. Mais cette compétence-là, à un moment donné, c'est important d'envisager comment la faire circuler, comment la partager dans l'équipe, dans le service, dans l'organisation, parce que ce collaborateur mobilise sa compétence et dans la compétence, nous on met l'expérience. Le poids de l'expérience est essentiel pour pouvoir réaliser une activité. Selon nous, la compétence individuelle doit être pensée comme un asset, comme un capital de l'entreprise. Mais si elle reste au niveau du collaborateur, on oublie cette dimension vraiment organisationnelle et le seul moyen de faire en sorte qu'elle circule, c'est d'activer la transmission. Et d'activer la transmission de la compétence et, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de l'expérience. Alors, au-delà des compétences, chez Implicite, vous mettez aussi en avant la mémoire de l'entreprise. Alors, je sais que tu aimes bien imager tes concepts. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors la mémoire de l'entreprise, c'est tout ce qui a été vécu dans l'histoire de l'organisation. Ok. Tout ce qui s'est passé et qui a construit ce qu'est l'organisation aujourd'hui. Qu'elle soit vieille de 200 ans ou qu'elle soit vieille de 30 ans, ou même des 6 derniers mois. Et cette mémoire, elle est devenue invisible. Elle s'est invisibilisée au fil du temps. Et effectivement, merci de me donner l'occasion d'utiliser une parabole qui s'appelle le théorème du singe, où en fait, ça illustre très bien le fait que dans les organisations, on peut répéter des choses sans savoir d'où elles viennent. Donc cette métaphore-là, donc c'est pas de moi, hein, c'est une parabole qui est utilisée souvent dans des modèles de management ou de psychosociologie. En fait, dans l'idée, on met dans une pièce des singes, 4 singes, avec une échelle et la possibilité d'accéder à un lot de bananes très appétissant. Donc évidemment, les singes vont chercher à escalader l'échelle pour aller chercher les bananes. Sauf que, une fois qu'un singe essaye, l'intégralité des autres sont aspergés d'eau froide. Et donc, à chaque fois qu'ils essayent de s'approcher de la banane, tout le monde se prend la douche froide. Donc finalement, bien sûr, ils arrêtent d'essayer. Et quand il y en a un qui essaye d'essayer, on l'en empêche parce qu'on ne veut pas subir la punition. On retire un singe de la salle pour faire venir un singe qui est complètement nouveau, comme on imaginerait onboarder un nouveau collaborateur dans une organisation. Ce nouveau singe, évidemment, il voit les bananes appétissantes en hauteur et se dit « je vais aller les chercher ». Et les autres l'en empêchent, le roue de cou, pour éviter de subir la douche froide. Et donc ce nouveau singe arrêtera d'essayer d'y aller. Et finalement, on va répéter le processus en sortant un deuxième ancien singe pour faire venir un nouveau singe qui va essayer d'aller attraper les bananes. Ils vont l'en empêcher, et même y compris le nouveau singe qui, lui, le dernier arrivé, qui, lui, ne sait même pas pourquoi on l'a empêché. Et on répète l'opération jusqu'à renouveler l'intégralité de la population de ces singes-là. Et on va se rendre compte, in fine, qu'au fur et à mesure des nouveaux singes, ils seront toujours empêchés d'aller chercher le lot de bananes là-haut, alors que le robinet d'eau froide est peut-être coupé depuis des générations de singes, ou en tout cas depuis le début de l'expérimentation. Ça prouve bien là que dans l'expérience et l'histoire de l'entreprise, il y a des choses qui se sont décidées, des orientations qui ont été prises, pour lesquelles il y a une forme de conformisme qui va s'opérer et pour lesquelles on ne va plus apporter de sens. Et donc c'est vrai que chez Implicite, on parle beaucoup de la sagesse du passé, c'est-à-dire que nous, on pense que souvent dans les organisations, quand il y a des couacs décisionnels ou de circulation de compétences, ou organisationnels ou autres, souvent la réponse, elle est déjà dans l'histoire. Il y a déjà quelque chose qui s'est passé qui explique cet événement. Et on omet souvent d'aller chercher cette réponse dans le passé.
Et attention, on ne fait pas de passéisme pour autant. L'idée, c'est pas le passé pour le passé. Ce qui nous intéresse, fondamentalement, ce sont les apprentissages du passé. Ça, j'assiste bien là-dessus, parce que le passé pour le passé, voilà, c'est fini, on Pas s'en fout. Et d'intérêt. puis, surtout, c'est pas très jeune, ni dynamique, ni moderne de parler du passé. On voit tout de suite les tempes grisonnantes qui vont commencer à prendre la parole là-dessus. C'est pas le sujet. Ce qui nous intéresse, ce sont les apprentissages du passé qui expliquent pourquoi on se comporte comme ça aujourd'hui et pourquoi telle compétence est mobilisée. Donc voilà cette image du théorème du singe qui nous permet d'expliquer que parfois on oublie de mettre du sens sur le pourquoi on fait comme ça. C'est hyper clair, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui nous écoutent. Si on revient aux compétences, comment une entreprise va jauger le fait qu'une compétence est à transmettre ou non? Parce que j'imagine que tout n'est pas à transmettre. Bah, exactement, tu as bien raison. Alors effectivement, tout n'est pas à transmettre dans le cadre d'une transmission. On va toujours évaluer selon plusieurs critères. Le premier, c'est est-ce que c'est nécessaire à la pérennité de l'entreprise? Est-ce que cette compétence, la manière dont c'est fait, j'en ai besoin pour continuer l'activité de l'entreprise dans 5 à 10 ans? Donc, en lien avec la vision. Si ça n'est plus nécessaire, rapidement obsolète, évidemment, il n'y a pas à transmettre, il y a à faire évoluer. On va activer la compétence s'il y a peu de personnes dans l'entreprise qui savent mobiliser cette compétence. Au plus la compétence est rare, au plus il y a un poids de criticité. Peu de personnes détiennent la compétence, ça veut dire que je mets trop d'œufs dans le même panier et donc je risque, je mets en danger le déploiement de cette compétence. Donc la rareté, la détention exclusive, c'est un critère important. Évidemment, après, il y a l'absence de formalisation. Si la compétence n'est pas sauvegardée, encapsulée, cristallisée quelque part dans un process, un mode opératoire sur une étagère, ça va accélérer, ça va augmenter le poids de la criticité. Un dernier critère qui est super important, ce sera le côté difficulté de recrutement ou en tout cas absence de solution à l'extérieur. On travaille beaucoup avec des organisations qui ont quelque chose de spécifique. C'est leur manière à elles de faire et donc la compétence se développe forcément à l'intérieur de l'organisation. Le poids de l'expérience est important. Si la réponse n'est pas à l'extérieur et qu'elle n'est pas facile à recruter comme ça, j'ai tout intérêt à activer la transmission. Si l'entreprise a la compétence en interne, à ce moment-là, c'est tout à fait possible d'activer sa duplication pour pouvoir justement la sauvegarder et la rendre pérenne dans l'organisation par ce partage. Merci beaucoup, c'est des indicateurs hyper clairs. Alors, quand on parle de transmission de compétences, on peut vite penser aux plus expérimentés qui vont transmettre aux plus jeunes. Je pense avoir la réponse à mes questions, mais j'imagine que ce n'est pas que dans un sens. Peu importe l'âge, l'expérience, un collaborateur peut être porteur de savoir. Évidemment. À partir du moment où on a de l'expérience, on est légitime à transmettre. On a tous quelque chose à partager, quelque chose à raconter, et ça n'est pas, et c'est un biais énorme que de penser qu'il faut attendre d'être à 6 mois du départ à la retraite, tempe grisonnante, 40 ans de boutique dans le sac, et que là, du coup, on active la transmission. C'est déjà trop tard. En fait, on a un vrai problème aussi sur penser que la transmission des compétences, c'est réservé au départ. En fait, quand un collaborateur arrive dans une organisation, il a déjà un vécu, il a déjà une histoire. Parfois même, on l'a recruté en disant expérience de 5 ans requise, telle maîtrise de telle compétence spécifique, technique ou quoi. Et quand il arrive, on a l'impression que c'est une page blanche et on lui dit maintenant, tu vas te vider la tête et c'est nous qui allons te la remplir et on va t'expliquer comment ça se passe. On oublie même que les arrivants sont des potentiels transférants de leurs compétences et de leur vivier de compétences. Mais on a vraiment ce côté learner où on pense qu'on arrive avec une page blanche. Donc, je dirais la transmission des compétences pour répondre, c'est tout au long de la carrière du collaborateur. Il ne faut pas attendre qu'il soit sur le départ parce que c'est presque déjà trop tard. En tout cas, c'est du curatif et nous, on préfère travailler en préventif, c'est-à-dire accompagner des rituels de transmission, accompagner les managers à être outillés là-dessus pour que la transmission se fasse au fil du temps et pas en mode pompier quand ça y est, on a une criticité énorme et là, du coup, vite, il faut se dépêcher de transmettre. Donc, ouais, effectivement, c'est tout au long de la vie du collaborateur. Merci. Et alors, je l'ai dit en intro, tu es co-créatrice de la méthode TFC. Tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Donc, avec mon associée, Marie-Ève Delécluse, on a créé cette méthode qui a été inspirée de ses études au Québec, où ils ont toujours un peu 20 ans d'avance sur nous, sur les sujets RH, psychosociologie et management. Et l'objectif, c'est vraiment avec cette méthode, qui veut dire transmission, formalisation des compétences, c'est vraiment d'accompagner l'organisation en étant à côté du sachant. Le sachant, c'est celui qui va transmettre, pour qu'il puisse transmettre de la manière la plus fluide, pédagogique et séquencée à l'apprenant. Donc ça se passe en 5 étapes. Et je parle de l'étape cruciale qui est celle d'aller révéler les compétences implicites
d'où le nom de l'organisation. Dans ces compétences implicites, on retrouve l'expérience, c'est-à-dire ce qu'il fait sans savoir qu'il le fait. C'est-à-dire que tous, dans notre métier, on va travailler, on va mobiliser notre expérience, mais on ne sait plus qu'on sait. Et c'est pour ça qu'on est bon dans notre métier. Et si on doit transmettre, on va transmettre que 30% des compétences explicites. Donc le but de la méthodologie, c'est vraiment d'aller chercher la partie immergée de l'iceberg, les 70% de compétences implicites, pour les expliciter, et là-dedans on va retrouver la mémoire de l'entreprise, la mémoire du métier, pour aller justement les désinvisibiliser, pour qu'elles puissent être transmises et qu'on ait une transmission la plus exhaustive possible. C'est beaucoup plus confortable pour le sachant, parce qu'il ne sait plus qui c'est, donc il ne pensera pas à transmettre sinon. C'est plus confortable pour lui dans sa transmission, plus confortable pour l'apprenant, qui du coup va vraiment avoir un escalier pédagogique exhaustif et super clair, et pour le manager qui du coup est sécurisé dans la montée en compétences, puisqu'il va pouvoir sélectionner ce qu'il y a à transmettre et ce qui ne l'est pas. Donc c'est vraiment une méthode avec une rigueur très scientifique, avec beaucoup de philosophie et d'humanité, parce qu'on est au proche des personnes qui ont développé leur expérience et qui nous confient leur parcours. Et ça, c'est super chouette parce qu'on peut les valoriser à la veille souvent d'un départ ou d'une mobilité. Et ils ont l'impression de laisser leur trace, d'être reconnus, parfois un peu tard, mais d'être reconnus à l'aube d'un départ. C'est du coup ce que je retiens un peu de l'épisode, c'est vraiment que c'est hyper bénéfique, que ce soit pour l'entreprise ou même pour les collaborateurs, parce qu'ils vont se sentir valorisés. Merci beaucoup, Félicie. Avec plaisir, Lucie. Merci de m'avoir donné la parole. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Ressources est un podcast RH à partager, à faire vivre et à écouter en équipe. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'accompagnement et les solutions d'Alliance Emploi, rendez-vous sur alliance-emploi.org. À bientôt.